Patrick. Et donc vous aviez interviewé M. Antipas Mboussa-Nyamwisi. Oui, comme nous le savons, c'est un des notables Nandé. Lui, son fief, c'est Beni Boutembo. Et je lui avais posé la question. Comment se fait-il que les ADF, ce qu'on appelle ADF, soi-disant des rebelles ougandais, tuent chez nous, mais on n'a jamais arrêté ces tueurs pour les présenter devant la justice. Et sa réponse m'a toujours hanté. Il dit la raison est simple. Les ennemis sont parmi nous. Donc lui, il est convaincu qu'il y a des ennemis au sein du pouvoir, il y a des ennemis au sein de l'armée. Un exemple, il y a des personnalités militaires qui sont devenues immensément riches à cause de cette guerre. Enrichissement indu ou injustifié. Regardez une ville comme Goma, chef-lieu d'une province qui est en guerre depuis plusieurs années. Oui, plusieurs années. Il y a un boom immobilier extraordinaire. Tout à fait. C'est comme des bateaux, c'est vraiment comme une Suisse tropicale. Oui. Donc voilà un peu, pour terminer sur ce sujet, c'est que depuis que l'AFDL a mis ses pieds chez nous, nous vivons dans un flou total. On ne sait plus qui est qui dans notre pays. Voilà un peu. Alors là, la question, je la pose à nous tous. Que devons-nous faire après ce constat clair et net que l'Ouganda et le Rwanda se servent dans notre sous-sol, dans notre sol? Certains veulent même prendre une partie de notre territoire. Et apparemment, nous les avons aidés à s'installer chez nous. Mais aujourd'hui, on semble voir un sursaut national. Que devons-nous faire? Il faut un sursaut national. Et que surtout la classe politique, moi je pointe du doigt la classe politique, qu'ils arrêtent de passer par Kampala et qu'ils gagnent pour chercher le pouvoir. Qu'ils arrêtent, pendant au moins 20 ans, aucun homme politique congolais doit passer par Kampala et qu'il gagne pour prendre le pouvoir. Ça pourra mais déjà, s'il passe par Kampala et Kigali pour avoir le pouvoir, ça veut dire que même la démocratie, les suffrages et tout ça ne servent à rien. C'est ça qui est un peu complexe chez nous. Nous, c'est complot des anglo-saxons. Ils ont détourné la France et les autres. Maintenant, c'est eux qui, à cause de nos richesses, et ils travaillent avec les Kampala et Kigali. En même temps, les hommes politiques congolais, ils passent par là-bas pour avoir un espace. Aussi au niveau du pays, que ce soit les hommes politiques, d'abord les hommes politiques, l'armée, la population, la société civile, tout le monde, on dit non à ces pays-là, on peut récupérer notre pays. Sinon, on risque de perdre notre pays. Comme a dit Bodio Maouchi, l'ennemi est à l'intérieur. On ne sait pas qui est qui. Et on peut te trahir facilement à cause de l'argent, parce qu'il y a des sous. Ils sont pas le problème, c'est ça, c'est qu'on nous corrompt avec notre propre argent. C'est ça qui est assez particulier. Monsieur Cornelis Landou, est-ce que vous avez quelque chose je voulais dire je voulais un peu enchaîner avec ce que Amba dit tantôt là, que l'ennemi est parmi nous. Antipas Mboussa-Nyamwisi qui l'avait dit. Oui, qui l'avait dit. Mais quand vous prenez déjà le Parlement congolais, en plein Parlement, il y a un débat où les gens disent qu'il y a des enveloppes qui circulent. Non, pas des enveloppes qui circulent. Des députés qui ont des groupes armés au Kivu. Des groupes armés. Donc des députés qui ont une armée particulière pour garder des carrés miniers. C'est connu de tous. Sauf de la justice, apparemment. Nous avons justement un procureur qui ne bouge pas, alors qu'à la faculté, on lui a dit qu'il doit traquer l'infraction. L'infraction est là, on voit qu'il y a des gens qui ont des armées particulières, des groupes armés, mais la justice ne bouge pas. Mais je voudrais dire ceci, c'est que la question a été posée, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien ça, que faut-il faire? Quand
vous allez, quand vous regardez l'histoire de notre pays et les migrations tutti à l'intérieur du pays, il y a plusieurs étapes. Nous en avons parlé, je crois, la fois dernière. Il y a des populations rwandophones qui arrivent en RDC avant déjà la conférence de Berlin de 1885. Il y a déjà des populations rwandophones. Et aux premières élections organisées dans notre pays, je crois que nous sommes en 59, il y a eu des élus. Il y a des noms qui existent. Hein. Vous les appelez rwandophones, ce sont des Banyarwanda. Ceux du Rwanda. Oui. Et ils étaient rwandophones. Parce que rwandais, naturellement. Allez, ça c'était notre débat parce que Patrick Mouyaya va venir encore dire autre chose parce qu'il a une autre idée. Le porte-parole du gouvernement porte-parole du gouvernement congolais. Mais je voudrais dire qu'il y a eu... Il a fait un selfie avec Kagame, tout souriant à Paris. Il était très content de faire un selfie avec Kagame. Mais bon, ce sont les jeunes hommes politiques que nous avons aujourd'hui. Oui, mais je voudrais terminer par là. C'est-à-dire que si nous balayons l'histoire de l'immigration Banyarwanda ou rwandaise tout simplement. Donc il y a plusieurs étapes et nous avons ce qu'on a appelé le moment où on ne soupçonne personne. In tempore non suspecto. Il y a même eu des élections, les élections de 59 où il y a des rwandophones ou je ne sais pas comment vous les appelez, de gens venant du Rwanda qui ont été élus à l'Ex-Kivu, comme dans le gouvernement provincial de l'Ex-Kivu, dans le Parlement national. Il y a eu de Banyarwanda ou de rwandophones qui ont été élus in tempore non suspecto. En ce moment-là, il y a une cohabitation pacifique sans problème. Et Ambala dit tout à l'heure là, c'est à un certain moment que les conflits commencent. Et aujourd'hui, quand le problème que nous connaissons aujourd'hui, il date simplement du moment où le Rwanda et l'Ouganda voient que l'armée congolaise n'existe presque plus. Et puis ça va s'enchaîner. Ça va s'enchaîner jusqu'à aujourd'hui. Mais quelle est la solution? Que devons-nous faire? La question a été posée. Moi je crois qu'il faut profiter de cette situation où toute la population a pris conscience du danger qu'il y a. Et le danger. Quoi faisant? Mais en faisant quoi? En faisant quoi? Mais la population, qu'est-ce qu'elle peut faire? Aujourd'hui... Faire comme avec Laurent Désiré Kabila a commencé à chasser les Rwandais? Non, je voudrais dire... à la haine? C'est pour cela que je parle de l'histoire de l'immigration. Parce qu'il y a un tempore non suspecto qui existe. Mais aujourd'hui, avec le danger qui s'achemine là, je crois qu'on devrait profiter de cette situation. On a vu Minembwe qui n'est pas tombé. Aujourd'hui, il y a le danger est imminent avec le Rwanda qui guette. Je crois qu'on devait profiter de cette situation. Moi, je proposerais par exemple, moi je suis journaliste de l'agence congolaise de presse. Je l'ai connu à l'agence congolaise de presse lorsqu'il y a eu autant de directeurs à l'agence congolaise de presse, il y a un PDG qui est arrivé, qui a rabattu les grades et qui a envoyé d'autres personnes à la retraite anticipée parce qu'il y avait trop de directeurs, un peu comme l'armée sud-américaine. Quel est le lien avec le Rwanda? Le lien, c'est que je disais qu'il faut profiter de la situation aujourd'hui pour envoyer... nous avons une armée de 200 généraux ou je ne sais pas combien, je ne les ai pas comptés, pour envoyer des généraux qui n'ont aucun passé militaire, les envoyer à une retraite anticipée. C'est une occasion pour reformer l'armée. Oui. Pasteur Bo, qu'est-ce que vous... Oui, je terminerai par là. Je fais le lien avec ce que... Non, j'ai parlé de l'histoire parce qu'il y a un moment où il y a des personnes qui sont là et c'est ce qui empêche un peu
à nos politiciens de prendre des décisions draconiennes. C'est un peu ça. Il y a les droits de l'homme aussi qui... Pasteur, que devons-nous faire pour régler cette situation selon vous? Puisqu'on dit toujours les Congolais ont tendance à critiquer, mais sans construction, sans proposition. Je disais, du côté du Rwanda, ils n'ont pas de problème. Kagame a une vision très claire, mais que Charles avait dit, les Congolais voulaient me faire croire que Kagame était stratège, un fait stratège. On en a dit c'est faux. Il y a beaucoup de Congolais, des intellos, des gens qui réfléchissent très bien, comme des colonistes, comme Amba et Pasteur Bobo. Kagame n'est pas plus intelligent que les Congolais. Non. Eux, ils jouent la stratégie de talk and fight. C'est ça. Ça, c'est Museveni qui leur a appris ça. Ils combattent, ils négocient. On sait que... Pas seulement Museveni, mais la culture Tutsi, la culture du mensonge aussi. Ça, il faut l'ajouter. Ils vous font la guerre. Ils négocient, ils vous font la guerre. Donc on devrait faire la même chose. On lance des bombes et puis on négocie. Acheter des armes. Par exemple, et l'embargo a été. On avait la République démocratique du Congo était sous embargo. On est toujours sous embargo. Donc acheter des armes, ça sera un peu difficile. Les policiers congolais à la frontière. Mais je vois dans les réseaux sociaux, les Congolais disent que les policiers congolais qui ont tué trois Rwandais. Oh, c'était faux. C'est faux. Vous étiez juste blessé. C'est plus tard qu'on comprend, oui, on a tué le policier congolais. Qui avait ouvert le feu le premier ou pas? Qui avait ouvert le feu le premier. Non, il a ouvert le feu le premier. Oui, mais en fait, il y a beaucoup de versions. Parce que... Eux disent qu'il avait franchi la ligne de la frontière. Oui. Mais de toutes les façons, c'est déçu parce qu'il a franchi. Il a franchi. Et puis, les Congolais qui ont mis des fake news sur les. Oui, ce qui est sûr. Il y a même certains qui disent que le policier avait été enlevé par le Rwandais. C'est ainsi qu'il est arrivé dans le territoire rwandais. Ce qui est sûr, c'est que la situation n'est plus comme avant. Non. On est peut-être au bord de la rupture, mais bon, loin s'en faut. On a toujours eu. C'est une question de force. Il faut que les Congos puissent chercher des armes. Sous embargo. Bon, on peut contourner. Oui. On voit, et puis les Rwandais refusent que les Congos puissent négocier avec, par exemple, l'Angola, le Congo-Brazzaville, pour envoyer des troupes au Kivu. Eux, là, ils refusent. Si c'est des troupes, il faut que ce soit East Africa ou Ouganda ou quoi. Maintenant, on peut amener des Angolais, on peut amener des Congo-Brazza ou Marocains. Donc, M. Konesla nous dit assainir l'armée, c'est l'occasion. Vous dites qu'il faut utiliser la force et frapper. Il faut la force. M. Amba, qu'est-ce que vous dites que devons-nous faire maintenant là pour essayer de résoudre? Je vais compléter un peu mes confrères. Tant que Kagame sera à la tête du Rwanda, nous n'aurons pas de paix. Ça, c'est un postulat. Ça, c'est un. Deux, comme il a été dit, notamment par Pasteur Bobo, les relations entre États, c'est une question de rapport de force. Si vous voulez qu'on vous respecte, il faut imposer le respect. Pour le moment, ces gens ont réussi à démolir le socle de notre armée en 97. Au mois de mai, ils ont envoyé les 40 000 hommes, comme on a dit ici, dans un camp de concentration, comme vous avez dit. Beaucoup sont morts. Donc, retenons ça, c'est un postulat. Tant que Kagame est là, pas de paix avec le Rwanda. Mais tant que nous n'aurons pas une armée digne de ce nom, puissante, une armée, une force aérienne, force navale, force terrestre digne de ce nom, pas de paix. Vous savez, j'ai lisé dernièrement un livre sur la guerre froide. L'auteur, André Fontaine, a écrit qu'il y a aujourd'hui, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a aujourd'hui 4 raisons qui poussent les États à faire la guerre. Première raison, la convoitise. C'est ce que nous avons avec le Rwanda. Deuxième raison, la peur. C'est ce que nous avons avec la Russie. La Russie avec l'Ukraine. Troisième raison, la menace. C'est encore ce que nous voyons avec la Russie. Et dernière raison, c'est l'orgueil. Ce qu'on voit avec Kagame. Kagame nous méprise.
du fait que beaucoup de dirigeants viennent faire des courbettes chez lui pour avoir... Vous savez que moi j'avais eu même une anecdote, qu'il y a des Congolais qui contactaient James Kabarebe afin qu'il intervienne chez Joseph Kabila pour les nommer à la tête des entreprises publiques. Et ça, c'est pas une invention. C'est grave, c'est très grave. Alors, pour vraiment proposer qu'est-ce qu'il faut faire, je vais vous choquer par un exemple. En 86, Museveni prend le pouvoir après avoir renversé Milton Obote, dictateur. Museveni a imposé une trêve politique. Il a appelé le monde politique ougandais, il dit écoutez, le pays est détruit. Nous devons refonder le pays. Faisons une trêve, arrêtons les activités politiques jusqu'à ce que le pays retrouve une santé. Je me pose la question si le président Félix Tshisekedi ne devrait pas innover. Parce que quand Kabila, Laurent Désiré, était à la tête de la FDL, Museveni lui a dit, il dit, il faut que vous disiez ce que vous comptez faire dès que vous prendrez le pouvoir. Il faut associer l'opposition qui est sur place. C'est Laurent Désiré Kabila qui avait refusé. Il y a des écrits, notamment dans le journal Le Soir et tout ça. Moi, je crois que l'État congolais est actuellement incapable de se défendre. Et d'ailleurs, c'est toujours Museveni qui a fait une interview avec France 24, si ma mémoire est bonne, le 9 septembre 2021. Il dit un État qui n'est pas capable de défendre son territoire, c'est comme un homme, un être humain qui souffre du sida. Donc son système immunitaire ne fonctionne plus. Et moi je crois que ces gens nous méprisent parce que nous sommes pour eux un peu quelqu'un qui est atteint de sida, incapable de se défendre face aux autres. Voilà, mais je peux résumer en quelque sorte. Donc vous proposez à ce moment-là une trêve politique. Une trêve politique, le temps de refonder l'État. Fasse venir tout le monde politique pour débattre. Qu'est-ce qu'on fait face à cette adversité? Assainissement de l'armée, la force, moi, trêve politique. Ça m'intéresse très politique, mais la culture, notre culture là, on voit maintenant, on voit les 7 qui connaissent, les Fayulu, tirer à bouler sur Tshisekedi par rapport à la guerre de Kivu. Mais vous dites très, est-ce que c'est une proposition, il faut voir. C'est une proposition. On a la culture très politique. Non, mais le problème qui est là, c'est qu'on peut même avoir un médiateur pour arriver à cette solution-là. Mais dans l'entretemps, la société congolaise est tellement polluée. Allez, on va pas aller plus loin. Je vais quand même proposer aussi une piste. Pour moi, c'est une piste non pas interne, mais une piste externe. Au lieu d'essayer de trouver des solutions chez nous, on peut essayer de régler les problèmes chez eux. Museveni a fait son temps, Kagame a fait son temps. On peut aider les opposants à ces deux dirigeants à prendre le pouvoir de manière démocratique ou par tous les moyens nécessaires pour mettre fin à ces deux régimes. Ça pourrait aussi résoudre le problème chez nous. On va clôturer puisque nous sommes à la fin. On peut rêver, tout c'est le pouvoir les réaliser. On va clôturer avec la visite royale belge à Kinshasa. Je ne sais pas si vous avez quelques commentaires, mais vraiment quelques commentaires, et on va clôturer puisque nous sommes à la fin de notre émission de ce soir. Bon, je commencerai par dire que au sujet de la visite du roi, c'est une visite qui entre dans l'histoire simplement parce que c'est la première fois qu'il y va. Mais quelle est la nouveauté? La nouveauté, c'est que entre la Belgique et la RDC, il y a entre guillemets, une sorte de trêve. Une sorte de trêve. On a un peu oublié le passé récent où il y avait beaucoup de difficultés au niveau de la diplomatie. Aujourd'hui, avec le roi, on passe à autre chose. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le discours de Roland Lumumba qui disait, quand on lui a posé la question de savoir s'il s'attendait à des retombées financières, il a dit non.
papa est mort, il a été assassiné, mais ce n'est pas ça la préoccupation de la famille. Pour la famille, c'est le futur, refonder l'avenir avec la Belgique. Et le roi, je crois que sa présence en RDC d'abord symbolique. Pasteur Bobo, un commentaire sur la visite royale? Le roi a quand même osé dénoncer, il était contre la balkanisation. Quand on écoutait les rois, c'était comme si c'est le monde qui parlait. Le roi regrette le passé colonial, mais on voit notre président Félix Tshisekedi qui oublie. Bon, ça va, j'ai pas compris pourquoi il a oublié, pourquoi on lui a conseillé un discours un peu faible. La Belgique était sur la voie de demander pardon. Donc la présidence du Congo devrait savoir que, parce que quand on lisait déjà les journaux belges, on savait que les rois allaient dire ça. Mais je n'ai pas compris, moi, pourquoi Tshisekedi a prononcé un discours faible. Ce discours-là. Il pouvait... On ne lui demandait pas de faire le Mumba bis. Mais il pouvait faire un discours un peu plus corsé. Un peu plus corsé, oui. Monsieur Amba, un commentaire sur la visite du monarque belge? Oui, j'essaie d'embrayer là où Pasteur Bobo est arrivé. Souvent, les Congolais ne connaissent pas le fonctionnement des institutions belges. Ici, le roi ne gouverne pas. Il n'a pas de politique personnelle. Il a effectivement le fameux colloque singulier où il exerce ce que les constitutionnalistes ici appellent la magistrature d'influence. Et il dit à un homme politique qu'il faudra adopter telle position, mais on ne doit pas dire que c'est le roi qui a dit parce qu'il est politiquement irresponsable. Donc, si le roi est arrivé au Congo avec un discours, c'est un discours qui a été préparé ici par le gouvernement. Donc, ce n'est pas le roi qui pouvait changer une virgule ou un point. Ça, c'est vraiment méconnaître la politique intérieure belge. Ça, c'est un. Mais je dirais que la Belgique fait partie de notre histoire. Nous avons, comme le président Mobutu aimait dire, un patrimoine historique commun. Il nous manque peut-être un avenir commun, mais nous avons un patrimoine. C'est difficile de dissocier notre histoire avec la Belgique. Donc il y a des gens qui disent « Ah, Yéli Sonini, qu'est-ce qu'il nous apporte ?» Moi je crois que aujourd'hui, chaque pays doit avoir un allié qui est plus puissant que lui. La Belgique est dans l'Union européenne. C'est important pour nous de nous accrocher à la Belgique. Ce n'est pas pour être une sorte de vassal. Hein? D'ailleurs, c'est le mot que je voulais utiliser. Paul Kagame cherche à vassaliser le Congo. C'est son objectif. Mais la Belgique ne peut pas nous vassaliser, mais nous avons vraiment des liens sentimentaux avec la Belgique. Ça ne sert à rien de faire de discours pro-nationalistes, tout ça. Non, c'est un pays, comme disait Félix, c'est un peu notre Congo, un autre Congo à nous. Vraiment. Voilà, en tout cas, nous vous remercions tous de nous avoir suivis une fois de plus dans cette revue bimensuelle des actualités congolaises. Je terminerai par faire un remerciement soutenu à l'équipe technique qui nous aide à améliorer de jour en jour cette émission. Donc on va essayer de recueillir le plus de vos commentaires pour pouvoir améliorer notre émission de manière à ce qu'on puisse y arriver jusqu'en 2023. Voilà. Merci à tous nos interlocuteurs. Monsieur Cornelis Landou, j'arrive à vous. Monsieur Cornelis Landou, Monsieur Baudouin Mawechi et Pasteur Bobo. Merci à vous. Moi, j'aurais voulu juste à la fin, une minute, Lumumba, la députée de Lumumba part à Kinshasa. On était avec Cornelis à l'ambassade hier. Hier, oui. Donc, il y a beaucoup d'événements. Le Premier ministre Sama Lukonde sera à Bruxelles. Oui. Sera à Bruxelles pour présider les cérémonies. La famille va recevoir la don de Lumumba.
ça sera mis dans un cercueil. Il y a un avion qui arrive en Belgique. Un avion de Congo Airways, oui. Il aura deux à l'ambassade. Qui est déjà arrivé. Ouais. Déjà arrivé, oui. Oui, en fait, comme dit Pasteur Bobo, l'événement est quand même important parce que... c'est à quelle date que cela va se passer? Hier déjà, il y a eu le démarrage des cérémonies. Et ces cérémonies vont aller jusqu'au 30 juin à Kinshasa. Mais pour la partie de la Belgique, le président Félix Tshisekedi devait être là. Malheureusement, le programme a été chamboulé. Il ne vient plus. C'est plutôt Samalou Konde qui sera, je crois, lundi au Palais d'Egmont. Donc lundi 20 juin. Lundi 20 au Palais d'Egmont pour recevoir officiellement au nom de la RDC la dépouille de Lumumba. C'est une don évidemment, mais la famille voudrait qu'on parle de la dépouille. Donc la dépouille sera reçue par la République démocratique du Congo le lundi, et à partir de lundi, le deuil commence. Donc il y a la Belgique qui remet la dépouille à son pays, au gouvernement congolais de Lumumba à son pays, et le Congo va commencer le deuil de Lumumba à l'ambassade. Donc c'est populaire, les gens peuvent venir. Oui, l'ambassade va fermer la rue Marie de Bourgogne. Il y a des moyens qui ont été disponibilisés pour ça. Donc on ferme la rue. Le deuil de Lumumba va se passer sur la rue Marie de Bourgogne. Il y aura Tout ça est très symbolique. Donc. Très, très symbolique, mais l'avion est arrivé avec les cercueils dans lesquels on mettra la dépouille de... Très bien, mais de toute façon, vous êtes les gens de la presse. Je sais que vous allez couvrir cet aspect de la cérémonie. Merci encore à chacun et à chacune de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous donc dans plus ou moins 2 semaines et très certainement pour le 30 juin également. À très bientôt. Merci beaucoup.